Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Monsieur Di Filippo, que je salue donc à distance, nous avons évidemment bien vu les chiffres du troisième trimestre 2023, et nous avons vu aussi que le nombre de défaillances d'entreprises revenait au même niveau que 2019. Pour le premier point, c'est à la fois un point de vigilance, même si quand on regarde plus précisément les choses, c'est juillet et août qui ont concentré les chiffres moins bons, alors que septembre marque une inflexion plus positive. Et je ne fais pas de prédiction, ni en termes de tendance d'un côté ou de l'autre. Je me contente de dire que c'est encore un peu instable pour en tirer des conclusions assez définitives, et que ça doit plutôt nous inciter à pousser et à mobiliser toutes nos politiques possibles pour que nous puissions maintenir cette tendance de baisse du chômage et de création d'emplois. Sur la question des défaillances d'entreprises, nous pensons que 2023 marque aussi la fin d'une période pendant laquelle un certain nombre d'entreprises ont pu résister à des aléas économiques qui sont assez classiques, à la sortie des périodes de Covid et d'un certain nombre d'aides massives qui parfois avaient suscité le maintien d'entreprises en activité sans qu'elles en aient nécessairement les reins suffisamment solides. Sur l'objectif de plein emploi, c'est effectivement un objectif à 5%. C'est plus que dans bon nombre de pays. Il y a un certain nombre d'explications structurelles qui expliquent par exemple que nous connaissons les mêmes tensions de recrutement à 7% de chômage qu'à 4% en Allemagne ou à 3% aux États-Unis. Cela renvoie à la manière dont nous accompagnons. Ça renvoie aussi au fait que pendant une quarantaine d'années, le chômage de masse a très durablement et parfois très profondément éloigné de l'emploi un certain nombre d'actifs pour lesquels les accompagnements sont encore plus nécessaires. Pour la question de M. Turquois sur la montée en puissance de France Travail, évidemment, les systèmes d'information doivent être calés et organisés au courant de l'année 2024 pour être tout à fait opérationnels. Et ensuite, nous souhaitons une montée en puissance sur environ 3 ans, tel que ça avait été dit lors du débat sur le plein emploi, pour généraliser les modalités d'accompagnement, faire en sorte que nous puissions aller plus loin partout, mais de manière progressive, puisque nous savons que ce déploiement ne peut pas se faire de manière instantanée et à l'échelle d'une nuit, mais c'est un programme de travail que nous avons élaboré, que le haut-commissaire avait présenté dans son rapport de préfiguration et que nous allons ainsi pouvoir suivre de manière assez sereine, je dois dire, les crédits nécessaires étant prévus dans le cadre de la LPFP. Sur les questions relatives à l'UNEDIC, je l'ai dit et je maintiens, l'UNEDIC est passé d'une situation de déficit structurel à hauteur d'1,9 milliard par an entre 2009 et 2019. L'année 2020 est une année extrêmement particulière avec la prise en charge d'un tiers des coûts de l'activité partielle. Et c'est la raison principale de la dette aujourd'hui de l'UNEDIC. Mais nous sommes désormais à 4,4 milliards d'euros sur les excédents d'UNEDIC pour 2022 et 2023. Et nous considérons que la participation de l'UNEDIC à hauteur de 2 milliards d'euros en 2023 dans la loi de fin de gestion et à hauteur d'environ 2,5 milliards en 2024 sont des participations qui sont soutenables au vu de la trajectoire d'excédent que nous connaissons et que ça relève de dépenses actives pour permettre d'avancer et de diminuer encore le chômage. Monsieur Dharréville toujours a évoqué la situation de l'AFPA. Je voudrais dire, monsieur le député, qu'en plus des crédits inscrits en loi de finances initiale, depuis 2017, pour être précis, chaque année s'ajoute 110 millions d'euros de subventions exceptionnelles, portées à 150 en 2022, que nous avons encore cette année face à des difficultés assez structurelles et malgré l'accompagnement de l'État au plan de restructuration de l'AFPA, tout en ayant ajouté un certain nombre de mesures nouvelles, notamment sur des prépas apprentissages, les promos 16-18, nous avons encore des échanges avec eux pour voir comment les accompagner au mieux et trouver le maximum de stabilité. Mais si votre question a été de savoir si nous sommes attachés à l'AFPA, la réponse est oui et 1000 fois oui. C'est un réseau qui est utile sur tous les territoires et une offre de service qui est particulièrement utile aussi. Sur la question des moyens dédiés à Pôle emploi, je n'y reviens pas, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais les différents éléments que j'ai annoncés, notamment la contribution de l'UNEDIC et la stabilité de la subvention de l'État, permettront à Pôle emploi d'avoir des moyens bien plus importants. Je ne reviens pas sur la question, sur un certain nombre de mots que vous avez évoqués, Madame Kéké, dire condamner à 15 heures de travail forcé, ça n'est pas le vocabulaire du projet de loi plein emploi. J'en suis désolé, ça n'est pas ça. Et au contraire, nous allons vers une harmonisation des modes de sanctions. Donc vous devriez relire le texte et vous seriez certainement rassuré par rapport à votre intervention. Sur territoire zéro chômeur évoqué par Madame Garin, j'ai largement répondu, je crois, tout à l'heure, avec cette chronique que j'ai annoncée et les ouvertures que nous avons faites. J'espère que les discussions que j'aurai avec Monsieur Gallois seront plus sereines qu'un certain nombre d'autres expressions auxquelles j'ai pu assister et qui ne sont pas forcément productives. Ceux qui me connaissent savent que
je ne vais pas dire m'insulter, mais m'agresser publiquement n'est jamais la bonne façon de me convaincre, mais ça n'est pas votre cas. Je parlais d'autres expressions en dehors de cette enceinte. Mais la discussion que j'aurai avec M. Gallois sera certainement productive. Monsieur Marchiot, vous avez évoqué les chiffres du chômage, je n'y reviens pas. Sur la deuxième partie de votre propos, je pense que vous évoquez l'article 3 du projet de loi immigration. De quoi parlons-nous et sans préjuger de ce que seront les débats au Sénat. Nous parlons de personnes qui travaillent de manière légale, qui ont un contrat de travail, qui sont déclarés, qui payent des impôts, qui payent des cotisations, et qui, à un moment de leur vie, sont en situation irrégulière sur le territoire. Et la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui, et nous verrons si le Sénat supprime l'article, s'il modifie les critères, dit qu'il faudrait que ces personnes puissent à la fois justifier de 3 ans sur le territoire, d'une ancienneté de 8 mois, dans un métier qui relève de la liste des secteurs en tension. Ça n'est pas un appel d'air. Pour qu'il y ait appel d'air, il faudrait qu'un étranger non communautaire, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, connaisse ce système, connaisse cette législation, se dise qu'il va venir en France, qu'il se maintienne sur le territoire de manière irrégulière, pendant 3 ans, peut-être 5 si le Sénat monte à 5, qu'à 8 mois du terme, il trouve un emploi qui appartiennent à la liste des métiers en tension, elle-même actualisée tous les 2 ans. Au-delà, c'est pas un appel d'air, c'est de la prédiction. Ça n'existe pas. Et nous parlons de gens qui travaillent dans des secteurs pour lesquels les tensions de recrutement sont extrêmes. Et dans des métiers qui sont parfois extrêmement difficiles. La part des étrangers non communautaires dans l'emploi total en France, c'est moins de 4%, de manière générale. Il y a des métiers où c'est 25%, les commis de cuisine et les femmes de ménage. Je dis femmes de ménage à dessein parce que la part des hommes est plus que minoritaire. Et donc nous savons que sans ces étrangers non communautaires, ces métiers ne fonctionneraient pas. Donc pas de lecture trop rapide, si je peux me permettre, et laissons le Sénat débattre, et nous aurons l'occasion d'en débattre en décembre, ici même. Pour répondre à Madame Cornelou, les crédits que nous avons inscrits au titre des entreprises adaptées sont considérés, en tout cas je crois, comme suffisants pour garantir la soutenabilité, ainsi que si on les met en lien avec la contribution de la GFIP. Nous voulons mettre en œuvre effectivement toutes les mesures dites emploi des personnes en situation de handicap, qui ont été saluées, y compris par l'UNEA, lorsqu'elles ont été adoptées dans la loi plein emploi, que vous aurez, si vous le souhaitez, à valider dans quelques jours. Nous travaillons sur les entreprises adaptées, notamment pour faciliter le recrutement. Le fait, par exemple, que les personnes reconnues comme invalides par la sécurité sociale et bénéficiaires d'une obligation d'emploi n'aient plus à obtenir et à demander et obtenir une RQTH pour accéder à l'employabilité dans des entreprises adaptées participe aussi à l'élargissement des publics, et c'est dans la loi, vous l'avez voté, et ça permettra de faciliter le recrutement de personnes en situation de handicap. Le FATEA, vous l'avez dit, n'apparaît pas dans la loi de finances initiale. Nous travaillons pour le financer en gestion sur un certain nombre de fonds, de même que nous inscrivons des actions spécifiques à la formation des personnes en situation de handicap et donc à l'accompagnement de la transformation des modèles dans le cadre du PIC que j'ai évoqué. Je précise enfin, mais c'est un peu en marge de votre question, que les dispositifs qui sont spécifiques aux ESAT, et notamment au nouveau modèle économique des ESAT, font l'objet d'une mission d'inspection que nous avons diligentée, qui devra nous rendre ses préconisations pour préparer le PLFSS 2025, puisque ça sera la date d'entrée en vigueur de ces dispositions. Madame Le Nabour m'a demandé si ce qui se passe s'il y a plus de 300 000 signatures de contrats engagement jeune. C'est un droit ouvert, le Code de travail le précise. D'ailleurs, en 2022, ce sont 320 000 contrats qui ont été signés, alors que l'objectif était à 300 000. Nous n'avons pas encore le chiffre d'atterrissage pour l'exercice 2023. Et enfin, pour Monsieur Nilor, vous dire d'abord que les dispositions de la loi France Travail, plein emploi France Travail, feront l'objet d'une déclinaison territoire par territoire pour l'outre-mer, que par ailleurs, nous avons aussi veillé à ce que dans le cadre des pactes régionaux d'investissement dans les compétences, les caractéristiques des territoires d'outre-mer soient prises en compte, et les collectivités ou régions, selon l'organisation, sont aujourd'hui satisfaites de la manière dont on leur offre une possibilité de bouger par rapport au cadre préexistant, qui était beaucoup plus formel et beaucoup plus uniforme à l'échelle de l'ensemble du territoire national, que nous développons aussi la formation ouverte à distance, qui permet, dans le cadre des PRIC, de disposer d'offres de formation, y compris pour des territoires qui parfois, géographiquement, sont très éloignés, et que c'est évidemment l'une de nos priorités absolues que de pouvoir différencier les politiques et apporter des réponses les plus efficaces possibles. Et enfin, Monsieur le Président, je vais apporter une correction. J'ai dit tout à l'heure que l'évaluation du dispositif Territoire zéro chômeur mené par le professeur Lorty serait disponible à l'été 24. En réalité, la loi telle qu'elle est écrite prévoit une période d'évaluation complète plus importante, et donc c'est plutôt début 2025 que nous aurons